comment dirais-je, mes thèmes se sont développés à partir de ma carrière universitaire. Ma formation est une formation d'historien et je me suis trouvé devant la nécessité d'enseigner la littérature. Et à une époque où la plupart des critiques cherchaient dans les œuvres l'unique, l'absolument différent, je me suis intéressé au désir, sans savoir grand-chose au fond sur ce qui se disait sur le désir. Et j'ai beaucoup parlé à ce moment-là, à propos des romanciers, de ce que j'appelle le désir mimétique, c'est-à-dire l'imitation d'un désir par un autre sujet, n'est-ce pas, qui emprunte ce désir. Et cette forme d'imitation du désir est créatrice de rivalité immédiate, puisque elle, si vous voulez, le choix de l'objet est déterminé non pas par la rareté de cet objet ou par des facteurs extérieurs aux deux sujets ou par des facteurs qui viendraient des sujets eux-mêmes, mais par leur rencontre, par les points de contact, par le fait que instinctivement ils s'imitent l'un l'autre, donc ils vont devenir rivaux. À partir de cette thèse, si on la généralise, le problème de l'existence d'une société humaine, du fait que les hommes s'entendent, les hommes qui vivent ensemble, si vous voulez, il y a là un problème qui se pose, n'est-ce pas? Autrement dit, comment les hommes arrivent à surmonter la rivalité mimétique. Alors le désir mimétique, c'était à partir de la littérature, et j'ai un très bon ami, qui était d'ailleurs un Italien, qui s'appelait Eugenio Donato, qui est mort depuis, qui me disait « Tu devrais lire les ethnologues, tu verrais à quel point il y a du désir mimétique là-dedans. » Et finalement, c'est le genre de conseil qu'on ne suit jamais, mais j'ai fini par le suivre. Et alors, à partir de là, et à partir aussi de la tragédie grecque et de Shakespeare, j'ai développé la thèse de la crise mimétique derrière les mythes, derrière les rites, et derrière les interdits. La crise mimétique, ce serait des crises de mimétisme généralisé, de rivalité mimétique qui se déchaîneraient et qui aboutiraient à des phénomènes de bouc émissaire. Les rites seraient la reprise par une communauté fondée, en quelque sorte, par ce phénomène victimaire, la reprise sous une forme atténuée du phénomène qui a sauvé ou fondé la communauté. Les mythes seraient le souvenir de cette même crise, c'est-à-dire serait la représentation que les persécuteurs de la victime se font de ce phénomène. Et au fond, c'est la suivante, c'est que le mimétisme qui est déjà présent chez les animaux prend chez les hommes une forme, une intensité particulière, et que le mimétisme est essentiellement conflictuel, que Platon et tous ses successeurs se sont trompés pour des raisons très importantes lorsqu'ils ont dit que le mimétisme n'était pas une conduite d'appropriation. On peut voir chez les singes déjà la tendance à s'approprier l'objet que l'autre veut s'approprier, et aussitôt on se trouve dans des formes de conflit et d'ambivalence qui, à mon avis, sont beaucoup plus simples, significatives, essentielles, et qui finiront par recouvrir, à mon sens, même ce dont Freud parle dans le complexe d'Oedipe. Mais alors, si le mimétisme chez l'homme est une chose telle qu'elle devrait rendre la culture impossible, elle est aussi ce qui est absolument exigé par la culture, puisque le mimétisme, l'imitation, c'est l'apprentissage, c'est la transmission de toutes les conduites culturelles. Donc, s'il y a des crises mimétiques, au sens où j'emploie ce terme, il faut qu'il y ait aussi un mécanisme régulateur de ce mimétisme, un mécanisme qui soit à la fois naturel et culturel. Et je pense que l'observation, alors là c'est trop long pour résumer, n'est-ce pas, mais que des indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses nous mettent dans la bonne direction, qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire. Autrement dit, le mimétisme d'appropriation qui porte d'abord sur les objets, à partir du moment où le conflit s'intensifie... Oui, il y a violence, là. C'est ça. Il y a violence, devient violence. La violence elle-même est tout entière mimétique, est un phénomène de double, et porte sur l'antagoniste. À partir de ce moment-là, il devient cumulatif, et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime, au fond, aléatoire. Mais étant donné que cette victime est perçue par tous
comme responsable des désordres, elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas? Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence. Mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez, aussi le sauveur, c'est-à-dire on trouve tout de suite ici la dualité du sacré, de tous les mots du même genre, n'est-ce pas? Donc on a l'interprétation du sacré. On a aussi l'interprétation du rituel, puisqu'il est normal pour les communautés sauvées par ce mécanisme de vouloir le reproduire autant que possible. D'où la reproduction de la violence. D'où la reproduction d'une violence, mais d'une violence, si vous voulez, qui se déchaîne toujours sur des victimes choisies, canalisées, n'est-ce pas, et qui permettent aux autres de survivre. En somme, ce que je dis, c'est que derrière tous les ordres culturels, les systèmes différentiels dont parlent les structuralistes, il y a des mécanismes sacrificiels qui fonctionnent. D'où vient ce désordre? Au XIVe siècle, les lépreux sont accusés de complot et exterminés. Par la suite, ce sera le tour des juifs, des hérétiques et des sorcières. Et même à l'époque des Lumières, la Révolution française peut se lire comme une grande mise en scène sacrificielle, où le roi, la reine, les divers chefs politiques tiennent tour à tour le rôle de victime. Partout, selon Girard, la logique du bouc émissaire. Chez les anciens Hébreux, on chargeait un bouc de toutes les fautes de la communauté et on l'envoyait se perdre dans le désert.